peut-être avant de commencer, bonsoir d'abord, parce que j'ai pas dit bonsoir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des nouveaux ici? On a oublié de poser la question. Ah oui, quand même. Toujours quelques nouveaux. Toujours quelques nouveaux, donc je vais juste me présenter, parce que c'est un peu une habitude, et aussi parce que j'ai un biais. Et Alain en a un petit peu parlé en intro. Moi je suis économètre, je travaille dans un laboratoire de recherche qui s'appelle To School of Economics, et je suis économètre. Globalement, mon job est caricaturé beaucoup par ça. On a des données, on va à la pêche aux informations, donc moi je me sers de la visualisation de données pour deux choses. Et c'est pas moi qui ai inventé le fait que ça peut servir à deux choses. La visualisation de données sert principalement à deux choses. À faire de l'exploration. On a des données, on ne sait pas où sont les informations, on veut aller chercher. Donc à faire de l'exploration. Et là, on va faire des tests visuels. C'est-à-dire qu'on va aller récupérer des données, on se demande, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une relation entre tout ça? Et donc, on fait un graphique très rapidement et on teste. On compare. On fait des sélections, on essaie de voir s'il y a quelque chose. On fait ça très rapidement et on examine assez rapidement aussi. Et puis la visualisation sert à représenter aussi des choses. J'ai trouvé quelque chose, je pense que c'est intéressant, je creuse un peu plus. Soit j'ai un modèle, soit j'en ai pas, mais j'ai quelque chose d'un peu plus structuré. Et là, je passe du temps pour une publication, pour un journal, pour un article, pour un site web. Ça prend de la même façon très peu de temps à lire, mais ça prend beaucoup plus de temps à construire. On peut faire du storytelling. Et le problème, c'est que quand on communique, on doit simplifier, alors que quand on veut explorer, on veut être exhaustif. On va aller chercher tout. On veut aller voir toutes les données, voir ce qui peut se passer. Est-ce que ces variables-là sont intéressantes, sont pertinentes ou pas? Alain nous a présenté des exemples avec ces panneaux solaires où il y a des tonnes de données, des tonnes de variables. Quelles sont les variables pertinentes pour comprendre en fait comment il peut y avoir autant de diversité dans la production d'électricité solaire au mètre carré. Si on habite au sud avec un panneau de telle marque exposé de telle façon avec tel angle par rapport au nord avec d'autres caractéristiques, comment aller chercher? Ben là, il faut aller tout voir, il faut aller tout regarder. Ça, c'est mon préambule pour ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui ont l'habitude de me voir savent que j'ai ce biais de statisticien qui consiste à considérer qu'une visualisation de données, ça sert principalement à comparer, à faire des tests visuels. Donc à l'exploration. Moi, mon truc, c'est l'exploration. La représentation aussi, bien sûr, hein, mais la statistique sert à aller voir ce qu'il y a dans les données, à déterminer des choses, des relations, et à tester si ces relations sont robustes, fiables, significatives. Voilà, c'est mon introduction pour comprendre un peu la suite et pourquoi j'ai un titre un petit peu provocateur avec pourquoi il ne faut pas utiliser les radar plots. Alors les radar plots, c'est quoi? Je pense que vous connaissez tous, vous avez vu ça. La FNAC est très friande de ce genre de choses. Quand vous allez à la FNAC, vous achetez un appareil photo, on vous dit voilà, cet appareil photo, il est super, regardez, je vais prendre une note sur chacun des 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables et je vais représenter une aire. Je vais classer, donc mettre une note de 0 à 10 pour chacune des variables. Et plus l'aire sera grande, meilleur sera l'appareil parce qu'il sera bon dans toutes les dimensions. C'est comme ça qu'on lit un radar plot. D'accord. Vous allez changer d'avis tout à l'heure, normalement. Alors voilà, hein, donc je l'ai agrandi un petit peu ici, effectivement. Donc la convention, c'est que le 0 est au centre et que plus on s'éloigne, meilleure est la note. Voici l'explication de comment ça fonctionne un peu plus. Hein, voilà. Alors vous voyez qu'il y a des choses qui sont quand même un peu étonnantes, c'est que on relie les points. C'est-à-dire que sur la variable A, l'appareil photo par exemple a une très mauvaise note, mais il a une bonne note en B, il a une encore meilleure note en C, on va relier ces points. On va en reparler dans 3 minutes, et au total on finit par boucler. Et c'est ça qui fait l'air. Eh bien, puisque ça sert à comparer, comparons. Alors voici un exemple d'une expérience qui est faite en ce moment, qui a été faite l'an dernier au Japon. On fait marcher des gens et on prend un certain nombre de caractéristiques en les analysant sur un fond vert. On regarde leur posture, leur mouvement des bras, etc.
leur attitude, la vitesse, etc. Ça, c'est moi. Et je me compare aux autres. Bon, alors là, on n'a pas représenté l'air, on a juste représenté les surfaces. Alors on voit que cet individu en vert, là, visiblement, il a un problème avec la symétrie des bras. Voilà. C'est une femme, elle avait un sac à main, elle n'a pas bougé ses bras, etc. etc. Est-ce qu'on peut comparer les choses? Quand les gens sont à peu près similaires et que les variables, que ça ne varie pas beaucoup, hein, les dimensions ici, ouais, on peut peut-être définir un profil type. Donc peut-être qu'on peut arriver à définir quelque chose de type. Mais comparer les individus, c'est quand même vachement difficile. Hein. Alors on se dit, mais oui, mais ça c'est parce qu'on a fait un seul graphique. En fait, il ne faut pas faire un seul graphique, il faut en faire plein. Il faut faire des différents pour chacun des individus. Alors c'est pas le même exemple, mais on va faire pour chacun des individus son petit radar et on va comparer comme ça. Puisque, encore une fois, la visualisation sert à comparer des choses et à voir s'il y a des choses similaires ou des choses dissemblables. Donc là, vous avez des pays avec un certain nombre de variables socio-économiques. Alors on a pris un pays de référence et on compare l'aire de ce pays aux aires des autres pays, etc. Chouette. Les radar plots, ça a l'air super, c'est vachement bien. Alors si c'est si super, on va faire un petit exemple. Donc, comme moi j'ai fait du vert, et que Alain nous a montré l'exemple en disant je fais tout en ligne et tout marche, j'ai une pression considérable pour que tout faire en ligne et que ça marche. Je prépare avant, c'est ça. Mais moi aussi je prépare avant, mais ça ne marchera pas. Ah ouais? Ouais, il y en a beaucoup plus quand même. Ouais, alors moi il y en a beaucoup plus parce qu'il y a le texte. Alors, R c'est vachement bien. Un des avantages de R, c'est que vous pouvez taper dans un notebook. Donc ça c'est RStudio qui permet c'est un éditeur, à la fois un éditeur de texte et en même temps un lien avec R. Donc tout ce que vous tapez dans cet éditeur va être compilé par R pour donner la réponse. Et donc là, je vous le montre juste pour l'exemple. Vous avez un mélange de texte ici, de code là et de résultats ici. C'est un notebook R, c'est formidable. J'appuie sur Preview parce que ce sera quand même plus joli. Et ça vous fait directement votre petit billet de blog que vous mettez où vous voulez, mais en particulier, vous pouvez directement le publier sur un site dédié qui s'appelle RPubs. Voilà, alors normalement ça le fait. Voilà, et donc ça va être un petit peu plus joli. Alors, je n'ai pas préparé de slide particulière, mais je vous ai préparé un petit exemple. Alors mon petit exemple, c'est quoi? J'avais caché, vous montrer le code. J'ai pris 1, 2, 3, 4 membres d'un groupe de rock qui commence par radio et qui finit par Red. Et j'ai mis des notes pour 1, 2, 3, 4 variables A, B, C, D. Vous pouvez imaginer que c'est ce que vous voulez. Voilà. D, ça peut être drums. Et j'ai fait mon petit radar plot. Alors j'espère que vous le voyez bien. Ouais, c'est pas mal. Je peux agrandir peut-être. Voilà. Donc voici mes 4 musiciens avec leurs notes. Alors évidemment, vous vous doutez bien que je n'ai pas choisi les notes au hasard. Alors en fait, les notes sont juste de 0 à 5. Voyez, alors si vous regardez le tableau, savoir lequel est le plus polyvalent. Imaginons que ce soit 4 instruments de musique, hein, acoustique, basse, chorus et drums. Quel est le musicien le plus polyvalent? Ben, quand vous regardez le tableau, c'est pas forcément évident à voir, quoi. Si vous cherchez le meilleur de la bande. Bon, ben alors on va faire un radar plot, puisque c'est très très adapté. Le radar plot, c'est adapté à comparer des individus sur des dimensions différentes pour essayer d'estimer quelque chose qui sera un tout. Parce que d'une part, on peut voir des musiciens différents, enfin des individus qui ont les mêmes patterns, et d'autre part, lequel a la meilleure surface. Parce que c'est la surface qui est beaucoup regardée sur ce genre de choses. Alors j'imagine que vous me voyez venir. Qui me voit venir? Ouais, voilà, il y en a quelques-uns qui me voient venir. Alors d'une part, sur le fait que quand on a plusieurs individus, c'est mieux de faire chacun son petit plot. Un des principes de la visualisation, c'est que plutôt qu'un gros graphique, plein de petits graphiques sont souvent plus intéressants. Effectivement, là, on voit qu'il y a des patterns différents, qu'on voyait moins bien, là, il me semble. Parce qu'il y a superposition, parce que l'écho, parce que les pointillés, parce que c'est très chargé là en encre. Hein. Cette histoire-là ici, on va essayer de pas... Cette histoire-là ici, c'est très chargé. Oh, voilà. En tout cas,
les données qui sont utilisées là, vous pouvez vérifier le code, c'est bien les données que j'ai assignées à mes individus, hein, c'est bien mes individus, c'est bien ma matrice. Voilà, alors j'ai mis un max et un min, donc normalement, ma table s'appelle RadioTable. Un autre avantage, c'est que vous pouvez récupérer tout le code hein, à partir de ça. Mais les radar plots ne représentent pas de manière fidèle les données. Qu'est-ce que j'entends par là? La perception visuelle que vous avez en regardant ces surfaces ne reflète pas ce à quoi vous vous attendez. Ce à quoi vous attendez quand vous regardez ces surfaces-là, c'est quoi? Vous attendez à une note globale. D'accord? Qui a la plus grosse R là? Alors évidemment, si vous regardez en bas, ben en fait, Tom et Johnny, hein, ils ont la même note. Tom et Johnny, si vous additionnez les notes, ils ont la même note. L'air n'est pas la même. Du tout. Pour vous en persuader, j'ai calculé les airs. Bon, c'est pas très difficile, hein, c'est des triangles. Au passage, vous avez la formule. Comme il était tard, j'ai revérifié 3 fois la formule. Si vous ne la trouvez pas, la voilà. Au-dessus. Et vous vous rendez compte qu'avec la première visualisation telle que j'ai faite, c'est Johnny qui a la plus grande R, ensuite c'est Colin, ensuite c'est Tom, ensuite c'est Ed. Ouais, là quand on voit les R, c'est bien. Mais, si vous faites le total des notes, c'est pas ça. Hein. Il y en a 2 qui sont ex aequo, on ne les voit pas du tout ex aequo. Et les 2 autres sont pas loin quand même. Hein. 11, 10. Les notes totales, c'est 10, 11, 12. Ici, on est à 18 à l'air. Hein. Je ne sais plus où je l'ai calculé, mais j'ai dû calculer quelque part les airs. On est aux environs de 18. Hop, excusez-moi, on va couper ça. Bref, la représentation de l'air par les radar plots, pour comparer, vous trompe sur la nature des données. Premier élément. Deuxième élément, que se passe-t-il si je change l'ordre des axes? À partir du moment où je fais des liens entre l'axe A et l'axe B, si j'ai 2 valeurs élevées qui se suivent entre A et B, ou si j'ai une valeur élevée, une valeur faible, une valeur élevée, une valeur faible, je vais avoir un tout petit terre. Alors que en changeant les axes, j'obtiens des aires très différentes. Voici le même jeu de données. C'est un exemple tout bête, hein, c'est un cas d'école. Donc d'une part, ce que vous aviez vu tout à l'heure, c'est plus tout pareil. Vous voyez toujours que Tom et Johnny sont différents. Est-ce qu'ils ont toujours la même aire? Non, mais pourtant ils ont la même note globale. On a l'impression que Ed et Johnny sont proches. Peut-être qu'on pourrait retrouver effectivement des choses comme ça. Est-ce que le classement au niveau des aires a changé? Ben oui, il a changé. Maintenant, c'est Tom qui est le premier. Juste parce que j'ai interverti des aires. C'est moche, ça, pour un graphique, une visualisation, un outil proposé qu'en changeant les axes, vous changez la perception, vous changez la comparaison sur un critère qui vous est donné comme il faut regarder les aires. Et même, à partir du moment où vous changez les axes, vous ne pouvez plus retrouver, vous ne savez même pas comment choisir les axes. En fait. Vous n'avez pas de méthode pour choisir les axes, donc vous ne savez pas comment utiliser cette chose-là. Donc ça fait 2 points qui me semblent assez forts pour que cet outil-là soit qualifié d'au moins dangereux. C'est-à-dire qu'on peut lui faire bien son. Ben, sur l'appareil photo, vous changez les axes, à moins que tout le monde soit tout rond, et que tout le monde soit, ouais, il y a à peine une petite... Mais si vous avez des fortes disparités sur différents axes, là, oui, vous pouvez effectivement influencer la vision, volontairement ou involontairement, la vision ou la perception du lecteur, qui, encore une fois, hein, on compare quand on fait la visualisation. On fait un test visuel. Est-ce que lui est meilleur que lui? Et qu'est-ce que je peux voir de lui par rapport à lui? Je compare, et je fais ça très vite. Donc, c'est pas bien. Alors, comme je ne voulais pas en rester là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de bien? Parce que sinon, c'est un peu stérile comme ma petite histoire. Et donc, je propose un parallèle plot. Alors, le parallèle plot, en fait, le radar plot, c'est un parallèle plot qui a mal tourné. C'est pas mal comme définition. C'est-à-dire que vous avez le même principe, vous avez 4 axes, sauf qu'au lieu d'être en radial sur le radar plot, vous les avez ici alignés. Alors là, R fait des parallèles plots qui sont très bien, et notamment pour des raisons que je n'expliquerai pas ici,
il ajuste automatiquement les échelles. Hein. Donc ici, vous aurez la meilleure note. Donc ici, vous avez 5, ici, vous avez 4. Ici, vous avez 4, ici, vous avez 4. Il prend la meilleure note, le min et le max. De manière à pouvoir traiter plein de variables, plein d'individus, en vous donnant quand même une vision. Une sorte de normalisation. Voilà. Il faut savoir que le radar plot, le parallel plot est aussi dépendant de la façon dont vous ordonnez les axes. Mais il me semble que la visualisation, elle est un petit peu plus nette ici. Vous voyez quoi? Vous voyez que celui-là, là, donc en orange, je crois que c'est Johnny. En orange, c'est Johnny. Il domine strictement Ed, qui est en rose. C'est-à-dire qu'il est meilleur partout, meilleur ou égal partout. Johnny est meilleur ou égal partout, est meilleur que Ed dans tous les instruments. On ne le voit pas avec le radar plot. En regardant bien, maintenant que je vous l'ai dit, vous allez le voir. Ouais, on voit. Mais je vous l'ai dit. Là, vous le voyez tout de suite. Vous voyez aussi que Johnny et je pense que c'est Tom ont des profils diamétralement opposés. C'est-à-dire que là, quand lui est bon, lui n'est pas bon, etc. Vous voyez que lui, il est un peu. Voilà, il a un parcours, il est soit très bon, soit pas bon, soit très bon, soit pas bon. Donc lui, il est spécialisé dans le deux. Tout ça, vous ne le voyez pas. Il faudrait vraiment que j'arrête de recevoir des mails toutes les 10 secondes. Alors, comme je l'ai dit pour les radar plots, je le répète aussi pour les parallel plots, small multiple, ça permet aussi de mieux voir les patterns des individus. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a deux individus qui ont vraiment le même pattern, mais il y en a un qui est meilleur que l'autre. Alors là, par contre, il aurait fallu mettre les mêmes échelles. Quand on compare des small multiples, il faudrait mettre les mêmes échelles de l'un à l'autre. Mais vu que j'ai fait ça à 6h moins 10 et qu'il fallait que je sois là à 6h15, ça a été... voilà, donc ça c'est encore un brouillon. Mais moi, je proposerais de ne plus utiliser les radar plots du tout, de ne pas faire ces liaisons qui créent une aire qui trouble la perception, et d'utiliser des outils un peu plus fiables d'un point de vue de la perception et de ne pas tromper sur la nature. Et juste question, si tu prenais ton radar plot et que tu mettais juste des points, voilà, sans mettre... Est-ce que ça pourrait... Parce que je repense à ton exemple de la FNAC, là, qui effectivement, là, ils adorent le radar plot. Ah oui, ça, ils en mettent partout. Et effectivement, avec des airs. Mais je me dis l'alternative, si je devais leur proposer quelque chose, qu'est-ce que je leur proposerais? Ça, je me dis, c'est pas mal, mais si à chaque appareil photo, j'ai 5 petits graphiques, ça va être compliqué, donc je sais pas trop, quoi. Alors, l'alternative, on va la trouver chez Alain Rouen, qui n'est pas là. Et on va faire radar plot. Il a fait un très joli blog. Je ne savais pas, j'ai découvert hier. Voilà. On va y arriver. Donc il avait fait un joli 2014 qui raconte à peu près la même chose. L'ambiguïté surface-distance avec un petit rappel historique vers quelque chose qui ressemble au radar plot, qui est le graphique de Florence Nightingale dont je vous ai déjà parlé. Et alors voilà une alternative, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc tu retrouves ce que tu disais, c'est-à-dire sans l'air. Ah oui, d'accord, ok. Sans l'air. Qu'il avait fait ça, d'accord. Mais tu peux aussi dire verticalement, donc plus on est à droite, meilleur on est. Donc c'est une sorte de parallèle plot, mais vertical. Et je pense que ce qu'on voit à gauche me semble plus fiable que ce qu'on voit à droite, parce que quand même on a tendance à regarder la dispersion là. L'œil est attiré, je pense, par cette dispersion. Là, il n'y a pas les airs représentés, donc c'est pour ça que je vais le montrer. Ouais. Mais bon, moi je pense qu'il y a plein de choses plus... Voilà, donc faire ça à gauche, c'est plus intéressant. Mais encore une fois, il faut se méfier même avec le parallèle plot, bouger les axes, bouger aussi la comparaison. Ça, c'est très connu dans le parallèle plot. C'est vachement dangereux dans le radar plot, donc il faut vraiment faire attention avec ces choses-là. Parce qu'effectivement, on aurait pu, sur chaque truc, remettre tous les maximums puis les minimums pour voir... Oui, alors sur les parallèles plots, on essaye d'amener des variables qui co-varient ensemble, c'est-à-dire quand on a des choses qui sont hautes ou basses. Je crois que j'en avais parlé dans mon cours introductif, j'avais présenté des exemples où on a
beaucoup de variables qui peuvent être quantitatives ou qualitatives, c'est l'intérêt, avec plein d'individus. On peut représenter beaucoup d'individus avec leurs valeurs sur chacun des axes. C'est d'ailleurs un des intérêts du parallel plot, c'est qu'on peut représenter plein d'individus et beaucoup de variables pour beaucoup d'individus. Sur peu d'individus avec peu de variables, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire des points, faire des choses un peu plus... si c'est qualitatif, utiliser des graphiques qualitatifs. Mais sachez que si vous utilisez des radar plots, c'est dangereux. Alors après, je me suis amusé à faire avec 5, bon, c'est le même gag. Voilà, des représentations en changeant les axes, donc un axe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté à tout le monde la note de 2 sur une 5e variable. Et vous voyez que c'est encore pire, quoi. On ne connaît plus les... Johnny là, ici, j'ai changé les axes, Johnny. Donc c'est quand même très très dangereux ces histoires-là, et comme tu le disais, on peut montrer ce qu'on veut, quoi. Donc c'est toujours un peu embêtant ce genre. Voilà, c'est la fin de mon message sur les radar plots. Si vous avez des questions, commentaires, c'était ça que tu avais vu? C'était quand tu m'as dit ouais, tu me vois venir, c'est bien ça que tu avais vu. Le changement d'axe, une fois qu'on y a pensé, on se dit bah ouais. Donc tirer des traits, l'autre morale, c'est tirer des traits entre 2 points, c'est pas forcément bon. Tu parlais juste de mettre les points. Peut-être qu'un parallèle plot avec juste les points aussi, ça peut être mieux que de mettre des lignes. Ouais. Mais en général, moins on en met, souvent mieux c'est. Ou tout du moins, moins ça peut être perturbant, ou moins ça peut être trompeur. En fait. C'est un des paradigmes de Tufte. Less is more. Alors ça pourrait être intéressant de parler de plot si on mettait un masque dessus, un masque qui dit par exemple je voudrais un appareil qui soit très rapide, le flash m'en fiche parce que c'est que je fais que du jour, enfin, c'est ça, on là, choisit. On choisit et on superpose, et là j'allais dire l'ordre n'a pas d'importance puisque là on va se dire je veux que le A, le E et le D soient bons. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce qui se rapproche le plus, qu'est-ce qui a le plus de superficie dans tout à fait. Dans mon masque. Après, il y a un autre élément qui... Ça me semble, oui, tout à fait intéressant, c'est qu'on choisisse soi-même. Voilà. Ça veut dire qu'il faut un truc dynamique, quoi. Alors voilà, et l'autre élément qui peut être intéressant, mais que ça, c'est pas propre au radar plot, c'est qu'on puisse avoir un élément qui montre son appareil photo, par exemple, par rapport, donc en surlignance par rapport aux autres. Dans un parallèle plot, par exemple, on saurait si cet appareil photo, il est au milieu de tout le monde partout, puis sur les critères qui m'intéressent, je le vois bien au-dessus. Donc ça consistera à avoir un parallèle plot où quand on passe la souris sur un appareil en particulier, on voit ses performances par rapport à toutes les autres. Donc sur un dessin de ce type-là, sur un graphique de ce type-là. Avec plein de marques, on imagine plein d'appareils, plein de marques, mais tous sont grisés, sauf celui qui nous intéresse, où on verrait sa valeur relative par rapport aux autres. C'est d'ailleurs pour ça que les parallèles plots, avec beaucoup d'individus, sont utilisés. C'est pour pouvoir savoir où on se situe dans une sorte de densité autour de cette variable. Et si on voit que cet individu, là où tout le monde est bon, il est mauvais, on se dit qu'il y a un problème, on le voit tout de suite. Donc l'interactivité peut évidemment rajouter des choses intéressantes. Ouais. Tout comme la sélection des axes qui nous intéressent et pas des autres, par exemple. Mais comparer en multidimension, c'est compliqué. Hein. C'est un problème compliqué. Hein. Là, il n'y a que 4 dimensions. Tout va bien, on voit. Parce qu'on fait une projection d'un espace à 4 dimensions. Ouais. Sur un espace à 2 dimensions. C'est ça, et on les représente et on fait des lignes en plus qui ne veulent pas forcément dire tout à fait grand-chose. Sans parler du poids que tu mets sur chaque variable. Parce que tu vas comparer, tu vas dire un appareil, il a je sais pas, un flash, et puis l'autre critère c'est il a une sensibilité fantastique. Enfin, je veux dire, tu les mets au même niveau alors que peut-être que... Oui, ça rejoint ce que tu disais, où tu voudrais pouvoir par exemple sélectionner tes axes déjà et te regarder. En fait, voilà, à la limite avoir plein de critères et ne sélectionner que ceux qui t'intéressent. Mais de toute façon, avoir cette espérance ou espérer avoir un critère visuel global, c'est un peu comme espérer avoir de toute façon un critère global. Enfin, savoir qu'ils ont 12 en additionnant les nôtres, c'est plus informatif que de voir l'air finalement. Et donc il faut se méfier avec ce genre de choses. Si on veut un critère global, on a qu'à se construire son critère global en pondérant les valeurs. Ça donne une note globale, avec tous ses effets, ses défauts, ses avantages, mais au moins on sait comment on l'a construit. Oui, enfin, j'allais dire, il n'y a rien de mauvais, mais il faut lire la notice, quoi.
C'est souvent le cas, mais là, ce qui me semble trompeur et gênant, c'est qu'on a l'impression qu'on comprend tout sur le radar plot. C'est vraiment naïf, c'est un super. Voilà, on le voit partout, on le comprend instantanément. Ça fait partie de ces graphiques congruents. On lit immédiatement, on comprend ce qui se passe. Sauf que voilà quoi.